13h, 15h, Europe 1 Info. Et à 13h37, Clélie Mathias, on vous retrouve avec la chroniqueuse Xenia Fedorova. Bonjour, soyez la bienvenue. Bonjour. On va parler de la guerre au Moyen-Orient. Les États-Unis ont abattu 4 drones iraniens. Ils ont mené des frappes sur une base au sol dans le sud du pays. C'était la nuit dernière, là. Cela a entraîné des représailles de Téhéran qui a visé de son côté une base américaine. On ne sait pas encore totalement où, ça reste flou, ça pourrait être au Koweït. Ce sont les affrontements les plus graves depuis le début du cessez-le-feu. Est-ce qu'il est encore en vigueur finalement, ce cessez-le-feu? Xenia Fedorova. Je pense que c'est clair que le cessez-le-feu est très, très fragile. Et le fait que les États-Unis montrent qu'ils peuvent frapper à n'importe quel moment, ça donne aussi un message, ça envoie un message aux Iraniens. S'ils ne se dépêchent pas, les États-Unis sont capables de reprendre les frappes. En même temps, je pense que Donald Trump, s'il voulait vraiment aller continuer la guerre avec l'Iran, il l'aurait déjà fait. Donc, les points qui sont probablement les plus fragiles pour les États-Unis, c'est il ne veut pas lever des sanctions, peut-être certains, mais pas tous. Et l'Iran cherche à libérer des milliards de dollars qui étaient gelés pendant ces frappes. Et après, il est en question de uranium enrichi qu'Iran ne veut pas laisser partir sur la négociation. Dans les pays tiers. Donc, il y a des points qui sont très, très difficiles à trouver un compromis. Est-ce qu'il a une chance que la guerre va reprendre? Oui, mais dans ces cas, je pense dans ces cas, la situation économique globale sera encore plus compliquée. D'autant plus que les forces iraniennes, on l'a appris, ont effectué des tirs de semonce à l'intention de 4 navires qui tentaient de franchir le détroit d'Ormuz. Donc il y a toujours cette pression évidemment sur le détroit. Bien sûr, et l'Iran va continuer de jouer ses cartes, les blocages du détroit d'Ormuz, parce que pour l'Iran, c'est la façon de mettre pression sur Donald Trump. Aujourd'hui, Donald Trump est en train de perdre les points aux yeux de ceux qui l'ont élu. Et avant les midterms, c'est important qu'il rattrape un peu sa popularité. Et c'est pour ça, je pense que vous avez vu, ils ont commencé de parler de Cuba. Parce que ça, c'est un projet qui peut être beaucoup plus victorieux pour Donald Trump qu'Iran. Parce qu'Iran, c'est clair qu'en ces moments, Cuba, ils sont... oui, Cuba, oui, exactement. Parce que c'est clair, comme avec Venezuela, c'était très vite, très rapide et victorieux pour Donald Trump, je pense qu'il voit Cuba un peu comme le même projet. Après, avec Iran, c'est clair que la situation est évoluée, pas dans le sens où il a cherché. Oui, voilà. Est-ce que c'est dans son intérêt? Il y a eu le Venezuela, il y a l'Iran, où finalement il se retrouve totalement embourbé et ne sait pas comment en sortir. Est-ce que là, ouvrir un troisième front, ce serait productif pour lui, utile? Peut-être une façon de rediriger l'attention vers un autre conflit où il peut se positionner plus solidement. Après, il ne faut pas oublier aussi que Cuba est soutenu, mais Cuba est soutenu par la Russie, évidemment, mais elle est loin de la Russie. C'est sous la zone d'influence des États-Unis, évidemment, et je pense que Cuba sera la prochaine. Oui. Les bombardements et le combat, puisqu'on a parlé entre l'Iran et les États-Unis, mais on en parle assez peu. Les bombardements et les combats se poursuivent aussi, par ailleurs, au Liban, malgré un autre cessez-le-feu qui est théoriquement entré en vigueur le 17 avril, là, un peu plus tard. Oui, ça c'est une situation assez dramatique parce qu'il y a des morts parmi des civils. Israël cible Hezbollah, mais il y a des civils qui sont morts. Et c'est vrai que cette cessez-le-feu, elle touche pas vraiment les Liban. On a vu que ça continue et je pense que c'est dans l'intérêt, en tous les cas, Israël a dit que c'est dans l'intérêt d'Israël de continuer. Donc il y a une vraie question. Iran a essayé d'imposer certaines conditions pour le cessez-le-feu sur Iran, mais même les États-Unis étaient prêts de l'accepter à tous les débuts. Donc je pense que si on parle de cessez-le-feu très fragile à tour d'Iran, à tour de Liban, c'est encore plus fragile, c'est sûr. Xenia Fedorova, on va parler maintenant des négociations. Hier, Donald Trump a affirmé ne pas être satisfait pour l'instant des propositions de l'Iran en vue d'un accord mettant fin à la guerre, tout en restant évasif sur les négociations en cours. Nous avons la plus puissante armée au monde, comme vous le savez. Vous avez vu ce que nous avons fait au Venezuela. Cela s'est réglé très rapidement et nous réussissons tout aussi bien. Mais encore une fois, les gens ne veulent pas en parler avec l'Iran. L'Iran est très déterminé, ils veulent vraiment conclure un accord. Jusqu'à présent, ils n'y sont pas arrivés, nous n'en sommes pas satisfaits. Mais nous le serons. Soit ça, soit nous n'aurons plus qu'à finir le travail. Les négociations donc entre l'Iran et les États-Unis pour mettre un terme au conflit sont laborieuses et on le voit, Donald Trump finalement
dit tout et son contraire en disant je vais être très dur, voilà, je n'accepterai pas certains points clés, notamment au sujet du nucléaire. Il menace de frappe et puis finalement rien ne se passe. Et il semble que les discussions soient au point mort. Oui, mais c'est la façon comment Donald Trump mène les négociations. Les menaces fait partie de ces gens de son genre de négocier. Je pense que Donald Trump utilise aussi beaucoup et souvent le bluff. Il dit les choses et elle le fait pas. C'est quelque chose qui je pense qu'on a appris sur Donald Trump. Après, ce qu'il cherche aujourd'hui, je vais peut-être me répéter, qu'il cherche un accord qu'il peut nommer comme un accord, comme une victoire. Et même si les points ne sont pas très bien pour les États-Unis, ils vont quand même, comme Iran, je pense, et aussi ils trouvent un deal, et vont dire chacun qu'ils sont gagnés. En fait, c'est ça, parce qu'il n'y a pas une autre sortie de cette situation. Ni Iran qui peut accepter les défaites auprès de sa propre population, ni Donald Trump, ni les États-Unis. Oui, c'est une guerre de com' aussi, d'ailleurs, parce que de son côté, l'Iran, pour être juste et citer les deux parties, l'Iran a affirmé être en train de finaliser un accord cadre en 14 points avec les États-Unis, donnant la priorité à la fin de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban. Mais réagit la Maison-Blanche, le projet d'accord cadre est une totale invention. Difficile de savoir ce qui se passe vraiment. Franchement, c'est très difficile avec les fuites dans les médias américains. On voit un petit peu, mais c'est pas très clair. Je pense que, comme je commençais à dire, la situation est trop compliquée. Le seul sortie, c'est proclamer la victoire. Et en fait, parce que si Donald Trump continue les frappes, imaginons dans l'hypothèse que la guerre se reprendre. Qu'est-ce qui va passer? Ça va coûter très cher pour les États-Unis déjà, très cher politiquement pour Donald Trump et pour vraiment changer les régimes, parce qu'Iran a dit à plusieurs reprises qu'il est vrai objectif pour Donald Trump et les États-Unis, c'est le changement des régimes iraniens. Donc s'il veut vraiment changer les régimes iraniens, il est obligé d'envoyer les soldats au sol. Et ça, quelque chose que les Américains ont déjà un certain, on peut dire, il s'est méfié, parce que si on regarde ce qui est passé en Irak, en Afghanistan, comment il s'est retiré de l'Afghanistan 20 ans après en laissant Taliban au pouvoir, ce qui en fait cette histoire de commencer les guerres et après ne pas finir et partir sans un vrai résultat réel, c'est quelque chose qui les Américains aujourd'hui, je pense ceux qui sont votés pour Donald Trump, ne veulent pas. Et c'est ça le problématique. Donc s'il engage encore une fois les États-Unis dans ce conflit de longue durée, ça va lui coûter cher politiquement parlant et aussi financièrement. Et le moment où les soldats américains seront tués et ils vont commencer à recevoir les cercueils, ça va changer l'opinion publique, je pense, énormément. C'est ça le point of no return, comme on dit. Donc je pense point de non-retour en français. Donc je pense que oui, Donald Trump cherche à en sortir, mais c'est compliqué. Cette situation est beaucoup plus compliquée. J'imagine qu'il a attendu. D'ailleurs, en parlant de Donald Trump, vous avez vu peut-être qu'à la surprise générale, lors d'un discours, il a parlé de pulvériser le sultanat d'Oman, qui est un allié des États-Unis. Alors, on ne sait pas trop s'il a dit Oman au lieu d'Iran, évidemment. Donc, Oman Iron en anglais, où il a également, c'était déjà arrivé, il avait confondu l'Iran et le Venezuela pendant une même intervention publique. C'était à l'occasion d'un conseil des ministres à la Maison-Blanche, là, ces derniers temps. C'est un peu... voilà. Est-ce qu'il a confondu ou est-ce qu'il s'était fait exprès? C'est un allié, le sultanat d'Oman. Vous savez, Oman, en tous les cas, joue un rôle dans les négociations. Et si vous vous souvenez, à l'époque, Iran ils ont fait beaucoup de confiance à Oman. Et la condition était que les négociations prennent place à Oman. Donc je pense que peut-être, il s'est confondu, ou peut-être il a envoyé un message au négociateur, au médiateur plutôt, être un peu plus sage dans le cas où. Mais en tous les cas, on ne va jamais savoir. Pendant ce même conseil des ministres qu'il a confondu ou pas, on ne sait pas, on le saura jamais comme vous le dites.